Alors l'avifaune en ville, donc on a bien insisté sur le fait que la nature est fortement sous pression dans le milieu urbain. Néanmoins, sur Bruxelles, on a dénombré pas moins de 103 espèces d'oiseaux nicheuses entre 2000 et 2004. Par comparaison, 173 espèces nichent en Wallonie, donc on a quand même un nombre d'espèces nicheuses remarquable pour une zone urbaine. Alors la distribution spatiale des oiseaux est évidemment liée aux habitats, mais en ville, la mosaïque des habitats est poussée à l'extrême. Donc en conséquence, il y a des zones fortement peuplées en nombre d'espèces qui côtoient des zones extrêmement pauvres. Donc il y a une variation brutale géographique dans la qualité des habitats. Alors, un élément qui caractérise fortement l'avifaune urbaine et qui est particulièrement criant à Bruxelles, c'est le fait que l'avifaune évolue de manière très rapide. Et cette évolution se fait en faveur des espèces opportunistes et des espèces indigènes, de manière générale, avec évidemment des exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Près de la moitié des espèces sont en fait des espèces qui se trouvent dans un état relativement critique, puisqu'en termes de nombre de couples, on a pour ces espèces-là 1 à 20 couples seulement, et une petite proportion des espèces se retrouvent avec des densités tout à fait énormes. Alors, pour illustrer cette évolution rapide, la comparaison entre deux atlas qui ont été réalisés à Bruxelles, dans un espace de seulement 10 ans, permet déjà d'illustrer cette évolution rapide avec avec une augmentation des espèces. Ici, on va parler en termes de proportion d'espaces colonisés, mais c'est tout à fait corrélé avec le nombre de couples, évidemment. Donc on observe déjà une augmentation des espèces qui ont un statut relativement précaire, enfin, fortement précaire, et une diminution du nombre d'espèces qui sont les super gagnants. Donc certaines espèces sont surreprésentées et on constate que ce sont d'une part les espèces forestières qui ont tout de même un large panel de possibilités d'occupation et les espèces opportunistes. Et d'autres espèces se retrouvent confinées à des zones d'habitat relictuels et en particulier les espèces spécialistes, donc celles qui sont typiquement liées au milieu ouvert, semi-ouvert ou milieu humide. Un exemple ici avec la corneille noire, on voit la répartition hyper gagnante sur la région bruxelloise, et par contraste l'exemple du Pouillophytis qui est loin d'être le pire, je vais dire, mais pour illustrer, on voit un éclatement vers la couronne périphérique notamment. Alors, une étude menée sur les facteurs qui vont maximiser la diversité en oiseaux indique que c'est la couverture arborée qui va représenter en ville le levier le plus important pour la diversité en oiseaux. Évidemment, cette conclusion n'est pas tellement étonnante puisque les espèces qui sont liées à d'autres milieux où la couverture arborée joue en défaveur, ces espèces-là sont repoussées, voire inexistantes. Néanmoins, c'est un élément très important à prendre en compte quand on veut favoriser les oiseaux en ville, c'est de savoir que les arbres jouent un rôle majeur pour maximiser cette biodiversité. Et donc dans ce contexte, évidemment, les alignements d'arbres vont représenter un élément loin d'être négligeable. Alors, quels sont les rôles des alignements arborés? D'abord, ils jouent un rôle de couloir de dispersion entre sites favorables. Alors, perspicace, vous allez me dire, mais les oiseaux ça vole, donc en quoi ont-ils besoin d'être aidés dans leur déplacement? Il faut insister sur le fait que le contexte urbain se révèle particulièrement hostile pour des oiseaux, notamment des oiseaux de petite taille, qui doivent franchir des pâtés de building ou des voies hautement fréquentées. Donc effectivement, malgré le fait que les oiseaux volent, les alignements vont jouer un rôle important dans l'opportunité qu'ils offrent à l'avifaune pour se disperser. Donc un rôle important dans l'atténuation des effets de la fragmentation. Alors deuxième... je suis fort là. On m'entend toujours comme ça? Deuxième élément, deuxième rôle des alignements d'arbres pour les oiseaux,
c'est le fait qu'ils vont jouer un rôle de site de nourrissage complémentaire aux espaces verts. Alors, on va constater qu'il y a d'autant plus d'oiseaux dans des alignements qu'ils sont proches d'espaces verts favorables. Et c'est d'autant plus vrai lorsque ces espaces verts favorables sont saturés, par exemple, suite à une très bonne saison de reproduction ou à un hiver clément avec une faible mortalité. On va avoir donc dans les parcs et dans les jardins saturation au niveau des oiseaux, et donc ils vont avoir tendance à aller s'alimenter en dehors, et en particulier dans les aliments. Donc évidemment, cette importance va varier en fonction d'une année à l'autre, en fonction de la densité des populations. Enfin, troisième rôle, certains oiseaux vont nicher dans les alignements et trouver de quoi accomplir complètement leur cycle de reproduction. Évidemment, sans doute, les alignements ont une attractivité moindre que des parcs ou des jardins, mais on peut être étonné par la manière dont ils jouent néanmoins un rôle, avec notamment 25% à 56% des espèces dans des études qui ont été menées en ville sur les oiseaux en Espagne. Donc moindre, mais loin d'être négligent. Alors, dernier élément, quels sont les éléments qui vont influencer la présence des oiseaux dans les alignements? Alors, premier élément, c'est l'écologie des oiseaux proprement dit. En particulier, les oiseaux qui ont besoin d'utiliser une ressource au milieu du sol ou au niveau de la strate buissonneuse vont être moins présents dans les alignements, évidemment. C'est le cas du rouge-gorge, par exemple, du troglodyte et de l'accenteur mouché. Les espèces qui ont besoin d'un grand territoire pour se nourrir ou pour nicher vont évidemment plus difficilement rencontrer leurs besoins dans les alignements, par exemple le piquet-pêche et la mésange à longue queue. Et enfin, les espèces qui utilisent un faible panel de ressources, qui sont bien spécialisées dans un seul type de créneau, vont plus difficilement rencontrer leurs besoins. Et c'est par exemple le cas du grimpeau des jardins, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont totalement absents, mais ils vont plus difficilement s'y implanter. Alors, exemple d'espèces qui s'y retrouvent par contre très bien, la mésange bleue, la mésange charbonnière ou la tourterelle turque. Alors ça, c'est pour la partie écologie des espèces. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'aménagement des alignements eux-mêmes? Alors, au niveau de la localisation des alignements, j'en ai déjà parlé tout à l'heure à propos du nourrissage, mais c'est vrai pour les autres, pour la nidification aussi. C'est la proximité des espaces verts qui est le premier levier qui influence la densité et la diversité des oiseaux dans les alignements. Le second grand élément qui influence la présence des oiseaux, c'est le dérangement par les piétons. Non seulement parce que lorsque les piétons passent, les oiseaux vont s'envoler, mais ou rester figés en observation, mais aussi dans les rues qui sont fréquentées, les oiseaux vont dépenser plus de temps à la vigilance, même quand il n'y a personne. Alors il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais de manière moins forte. L'intensité du trafic, notamment à cause du bruit, et donc la difficulté pour revendiquer un territoire, donc, et la présence de toxines issues du trafic. La prédation, donc en fonction de la localisation de l'alignement, est-ce que la zone est favorable aux pies, aux chats? Ça va évidemment influencer la présence des oiseaux. Alors, donc ça c'est au niveau de la localisation dans l'agglomération. Maintenant, par rapport à la configuration proprement dite de l'alignement, alors les oiseaux sont avant tout influencés par la structure des habitats. Donc c'est vrai partout, c'est vrai évidemment dans le cas des alignements. Donc maximiser la diversité dans la structure, donc une belle strate arborée avec un beau pied, puis éventuellement au pied de l'alignement une petite haie toute fine ou un petit buisson au pied de l'arbre, et puis une petite place pour une petite zone herbacée. Ça va favoriser les espèces. De nouveau, on retombe, donc pour les oiseaux aussi, le fait qu'on ait des arbres plantés avec rien au sol, ça va avoir une influence considérable.
Alors moins fort, d'autres éléments influencent. La diversité en espèces des arbres, on a déjà parlé du fait qu'on a besoin de cette diversité pour minimiser les risques de propagation des maladies des arbres, mais évidemment ça joue, il y a un intérêt écologique à cette diversité. Le nombre, la hauteur et l'âge des arbres, on retombe évidemment dans l'importance de la structure, puisque ça va influencer. Et enfin, le choix des espèces d'arbres, avec une préférence pour des arbres qui vont produire des graines ou des fruits, une propension à héberger des invertébrés. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que les espèces exotiques vont être moins favorables aux insectes. Et bien, donc, il y a une conséquence sur évidemment les oiseaux qui s'en nourrissent. Et enfin, les possibilités de qualité pour les espèces cavernaires. À propos du choix des espèces d'arbres, alors il y a une étude qui a été menée à Madrid et qui montre que sur 41 espèces d'arbres, il y en a 34 qui sont utilisées par les oiseaux, et donc 17% sont parfaitement inutiles pour la vie faune. Donc c'est pas du tout de créer des aménagements, il faut le faire avec des choix judicieux. Malheureusement, je n'ai pas eu énormément de temps à consacrer à cette recherche. J'ai fait ça comme bénévole. Et donc, je n'ai pas trouvé d'études vraiment indigènes. Je ne sais pas si ça existe en France, dans nos latitudes, je veux dire. Et donc, je n'ai pas d'arbres indigènes à énoncer. Je n'ai pas une magnifique liste à vous proposer. Néanmoins, le genre Populus ressort souvent dans l'université. À noter aussi un score maximal dans la diversité et l'abondance lorsqu'on a un ratio 50-50 entre conifères et feuillus. Donc il y a ici de nouveau un compromis, tout n'est pas mauvais, comme on disait tout à l'heure. Il y a un compromis à faire entre accepter les espèces exotiques et maximiser la diversité. Donc en conclusion, en ne prenant pas en compte la diversité dans l'aménagement des alignements, on va privilégier surtout au niveau des oiseaux les espèces opportunistes, voire aucune espèce lorsque l'habitat est vraiment austère, à cause de la faible variabilité dans la structure et la composition de ces alignements. Les alignements ont pourtant un intérêt non négligeable pour la vie faune en ville, à tel point que des scientifiques préconisent d'investir dans la couverture arborée via les alignements, plutôt que de tenter de limiter le développement des surfaces bâties. En pratique, la surface des parcs, du point de vue de l'apifaune, pourrait être significativement accrue en aménagement de façon ad hoc les rues adjacentes. Donc il y a vraiment un choix qu'on peut faire par rapport aux oiseaux, qui est d'identifier sur carte les parcs favorables. Le parc du Den, par exemple, est très très favorable aux oiseaux. Si on pouvait aménager toutes les rues adjacentes, on augmenterait virtuellement la surface du parc du point de vue de l'apifaune. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Madame. Quelques questions? Madame Decou? Savoir si vous avez avancé par rapport à la question des La question des perruches. On sort complètement du... Pardon? ça sort un peu, parce qu'on a mis un deuxième partie d'amis, ou plutôt laisser... Alors, par rapport aux perruches, il y a un élément où nous pouvons, pour la plupart d'entre nous, agir, c'est l'information du public. Si les gens pouvaient cesser de les nourrir, on aurait déjà un grand pas en avant. Maintenant, au niveau du nourrissage, on a envie de nourrir néanmoins, on peut orienter, on peut mettre des petits silos à graines avec des petites ouvertures, les dissimuler dans les buissons, les rendre inaccessibles, et ça les rend inaccessibles par les gens n'en aiment pas non plus. Et là, il y a un levier important. Maintenant, agir sur les oiseaux en eux-mêmes, je ne vois pas. Il faut une action à l'échelle de la région, de par les autorités régionales. Mais effectivement, la question est brûlante. On a des craintes par rapport aux espèces cavernicoles indigènes, puisque les perruches niches en cavité occupent les cavités très tôt. Donc en fin d'hiver, même en plein milieu d'hiver, les espèces indigènes veulent s'installer, les cavités sont occupées. Et au niveau des chauves-souris aussi, il y a des craintes pour un impact, puisque les perruches agrandissent toutes les ouvertures. Et donc effectivement, là, il y a
C'est justifié de vouloir agir. Très bonne question. Enlever les nids, mais les niches en cavité, c'est impossible. Les perruches-à-colliers, pardon, vous parlez des conures peut-être. Donc il y a une très grande population de perruches-à-colliers, notamment les dortoirs bruxellois drainent près de 10 000 oiseaux. Dans cette population-là, il y a la perruche Alexandre qui est cousine et qui a tout à fait la même écologie. Et puis à côté de ça, il y a une petite population de conures veuves qui fait des nids coloniaux. Alors cette espèce-là, elle est bien présente en milieu urbain, elle a peu de compétitivité avec les espèces indigènes puisqu'elle parvient à se reproduire dans des milieux relativement austères. Et donc là, on est moins inquiet. Néanmoins, cette espèce, et en plus, elle se reproduit assez mal chez nous, mais cette espèce-là est en pleine explosion, par exemple en Espagne, donc elle pourrait s'adapter et pourrait commencer à coloniser. Donc, il y a un point de vue qui est de la prudence, c'est de dire il y a quand même un risque qu'on ait une prolifération avec des risques de chute de ces gros nids sur les voies par exemple. Donc là, c'est la voie de la prudence. Je pense que du point de vue écologique, la sagesse, c'est d'intervenir dans la mesure où on en a les moyens. Et que si on décide d'intervenir, on sait qu'on a les moyens de gérer toute la population. Parce que quand on essaye, vaille que vaille, d'intervenir et puis qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tout à fait bien, on va créer des trous, des puits, des zones vides en vidant un quartier ou une zone, et ça va favoriser la reproduction d'espèces. Donc il faut bien réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire je veux agir sur cette espèce et j'agis jusqu'au bout dans ce cas-là. Donc là, il y a des décisions à prendre et vu les conséquences de l'installation des espèces invasives sur nos populations, je pense que la prudence justifie, l'option de la prudence est justifiée. Merci. Une autre question, M. Bouvy? Oui, dans la même perspective, vous avez peut-être déjà répondu en partie. Je pose malgré tout la question qui s'adresse aussi aux représentants de Mme Uttebroek. Par rapport aux pigeons, est-ce que vous avez une recette particulière? Voilà, même recette pour les pigeons. Aller dire on va éradiquer les pigeons d'une commune en se disant comme ça on est débarrassé, c'est une aberration parce qu'on crée un trou dans la population et on a une arrivée massive de couples qui vont trouver un espace vacant et vont s'en donner un cœur joie si je puis dire, et au lieu de faire 3 jeunes ils vont en faire 5, au lieu de faire 2 nichés ils vont en faire 3, et donc en ayant voulu agir localement on va obtenir en une année ou 2 exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Donc ne certainement pas vouloir gérer de manière directe sur les oiseaux. Par contre on peut gérer de manière indirecte en créant des pigeonniers, en gérant là, on crée un site attractif où les oiseaux vont pondre et là on va faire en sorte de saisir les œufs, on va les rendre stériles. Et donc là on peut agir et à Paris ça vaut la peine de consulter la bibliographie des recherches menées à Paris sur ce sujet et qui sont plutôt prometteuses. La réponse du ministre alors? De la ministre. Donc on a un plan, on va développer un plan pour gérer les espèces de perruches, mais pour les pigeons, je suis désolé, on n'a pas de plan parce que c'est une compétence communale. Vous me faites un peu rire, hein, parce que ça fait des années que... Enfin, moi je dirige le service propreté espace vert de la commune de Skerbé. Je me suis adressé à l'agence Bruxelles Propreté, on m'a signalé ah non, c'est Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement me dit c'est l'agence Bruxelles Propreté. Vous maintenant vous me dites ce sont les communes. Quand je réinterpelle la région, on me dit oui, on négocie en intercabinet, on va pas tarder à sortir une solution. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on me dit ça. Et on tourne en rond. Et puis madame me dit fort justement, si vous agissez au niveau strictement local, vous allez créer un appel d'air et développer le problème. Si je peux me permettre, vous avez aussi de nouveau le même levier qui est le nourrissage par le public. Si vous pouvez juguler ça, vous avez ça ne suffit pas, mais il faut constater que dans le cas d'espèces comme ça, il faut appréhender la population avec différents leviers, donc les pigeonniers, l'information du public, voilà, et faire... Au niveau régional. Il n'y a pas de solution miracle. Même si vous voulez éradiquer, si la région décidait d'éradiquer tous les pigeons, ce serait un travail considérable, avec certainement une part de la population qui serait révoltée, et ça, il faut absolument se rendre compte de l'importance de cette contrainte qui empêche les actions contre des espèces qui sont vraiment problématiques. Donc là, je pense qu'il faut apprendre à vivre autrement. J'acte la contradiction. Oui. Vous me dites qu'il faut agir au niveau régional et la région me dit que c'est une compétence locale.
Je veux dire que la gestion, en tout cas, la réponse c'est que la gestion des espèces invasives est un problème relativement complexe. Donc on a ici un problème qui est... la région doit développer un plan de gestion des espèces invasives. Alors ça ne veut pas dire qu'on va gérer toutes les espèces invasives en même temps. On va d'abord développer et définir quelles sont les espèces invasives qui posent le plus de problèmes. Je suis désolé, mais la perruche à collier pose des problèmes de sécurité et de propreté dans certains endroits qui sont vraiment problématiques. Donc pour le moment, on doit intervenir au niveau local, ce qui n'est pas, je suis tout à fait d'accord avec Mme Moïse, ce n'est pas la bonne solution. Donc on va développer un plan d'action au niveau régional pour l'espèce prioritaire, et je pense que ça devrait être la perruche à collier. Mais de là à vous dire qu'on va proposer une solution dans les 2 ans pour l'ensemble des espèces invasives et pour les pigeons, je ne peux pas vous promettre, c'est pas possible. Et puis, quelque chose de très important, c'est que vous enlevez la population à Bruxelles qui vient, de perruche à collier qui vient au dortoir, vous avez résolu le problème presque à l'échelle nationale. Vous dépensez une énergie considérable pour essayer de capturer tous les pigeons. Dans 2 ans, les pigeons des villes voisines vont recoloniser la ville. Donc il faut aussi voir la priorité des risques. Effectivement, il y a, au niveau de la biodiversité, le pigeon domestique est moins nuisible. Et puis, il y a une utilité de l'action qui est coûteuse et qui demande une énergie. Et de nouveau, si vous gérez tous les pigeons et que vous avez une levée de bouclier par la suite pour toutes les actions que vous voulez mener sur des espèces qui posent vraiment des problèmes pour la diversité, vous êtes perdant sur plusieurs tableaux. Les espèces reviennent parce que de toute façon, elles sont présentes dans les environs et vous perdez vos moyens d'action. Donc effectivement, je rejoins ici cette position qui est, ce n'est pas le pigeon domestique qui est la première priorité d'un point de vue de la diversité. Maintenant, du sac des Paris travaille quand même et Bruxelles ne fait rien. C'est pas tout à fait vrai. Donc Paris travaille effectivement, mais pas de cette manière radicale, en réalisant des aménagements. Et là, rien ne nous empêche de le faire. Et la ville ne fait pas rien, puisque je pense que dans la MONB, il y a des actions très, très fortement... oui, contre le nourrissage et la création de pigeonniers. Donc c'est des exemples à suivre, effectivement. Merci Madame. Merci. Nous allons poursuivre en accueillant